Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce mercredi 11 décembre. Et on aura, je vous donne le sommaire de nos invités. On va recevoir Willem Saha, qui est la directrice des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme. Ça fait beaucoup. De DAPCAT, ça s'appelle, pour la ville de Pointe-à-Pitre. Elle est déjà là, avec elle on va parler du Salon du Livre qui aura lieu ce week-end à Pointe-à-Pitre. Martine Fazer, chroniqueuse culturelle, sera aussi avec nous. Jean-Charles Sarr, qui est président de l'association Les Voiles Papillons, est prévu pour 13h. Et on termine à 13h30 avec Marilène Ferdi-Richaud, qui est directrice opérationnelle du campus Luminance. En ce qui concerne l'actualité, alors il y a eu la visite du nouveau CHU. Vous savez que les jours approchent et normalement le CHU devait peut-être être livré, mais enfin bon, ça avance, il faut le dire. On le prépare, on attendra un peu sa sortie. Il paraît que ça va être un CHU super moderne, on en parlera. L'inauguration du parc paysager du lycée des droits de l'homme, c'est un reportage de Grégory Laps. Ça aussi, ça vaut le déplacement, puisque ça prouve que les jeunes se mobilisent autour de l'écologie, de notre écosystème. Et ce parc paysager, c'est une bonne création, quelque chose d'intéressant pour nos jeunes. Et puis la remise du prix littéraire Fête-Cannes de Solène Feb. Mais on va commencer tout de suite avec un petit voyage à Paris, puisqu'il y a une Guadeloupéenne qui s'appelle Joëlle Montlouis. Et cette fille-là a décidé d'être présidente de la Fédération française de football. Va-t-elle réussir? That is the question. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, l'a rencontré, l'a interrogé. Reportage, c'est parti. Originaire de la Guadeloupe, après de brillantes études de droit pour devenir avocate et se spécialiser dans le sport depuis 2007, Joëlle Montlouis, dont les racines sont au moule, en grande terre, aspire à devenir secrétaire général de la Fédération française de football lors des prochaines élections prévues ce samedi 14 décembre à Paris. Et c'est avec un bonheur indescriptible qu'elle s'est inscrite sur la liste de Philippe Diallo, le président sortant et candidat à sa succession. Joëlle Montlouis respire le football, dirigeante de club. Ce sont ses parents qui l'ont inspirée. Elle a collaboré avec la CAF, Confédération africaine de football. Elle a joué au football et défend des ardents sportifs comme l'escrimeuse Issa Oratibus. Elle est aussi vice-présidente sortante de la Ligue de football d'Île-de-France. Joëlle Montlouis veut aussi défendre le football ultramarin auprès de la Fédération française de football. Verdict donc ce samedi 14 décembre. Mais pour l'instant, Joëlle Montlouis s'explique et nous dit d'abord pourquoi a-t-elle décidé de figurer sur la liste de Philippe Diallo. Alors, les raisons sont relativement simples. Il y en a deux principales. La première, c'est que Philippe Diallo porte une vision forte du football français et que cette vision s'appuie sur un collectif, sur une équipe expérimentée et cohérente dans sa composition, ce qui permettra de faire face aux défis que va rencontrer le football français. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est une équipe qui est connectée, c'est une équipe du terrain. Ça veut dire qu'elle est à l'écoute des problématiques et ça veut dire qu'elle sera en capacité d'apporter les solutions appropriées. Et il y a un troisième point qui vient, on va dire, sublimer le tout, c'est qu'il avait également une vision pour nos territoires ultramarins, ce qui pour moi est c'est au-delà d'une raison, c'était quelque chose de fondamental et de particulièrement important. Et c'est au final pour ces trois raisons combinées que j'ai décidé de suivre sa liste. Bien, on saura samedi 14. Samedi 14 d'ailleurs, c'est aussi l'élection de Miss Guadeloupe qui va au concours de Miss France. Va-t-elle gagner? That is the question. Bien, on va revenir à notre invité, notre premier invité qui est déjà là. Je l'ai dit, c'est Willem Saha. Elle est chargée des affaires culturelles, on va dire, du patrimoine globalement à la mairie de Pointe-à-Pitre et il va y avoir une manifestation d'importance. Alors, Willem, merci d'être là, mais au départ, ça devait être un salon du livre de la Guadeloupe, je crois. Alors, effectivement, il y avait initialement le salon régional du livre, oui, dans lequel on avait choisi de travailler avec les collègues de la région pour faire un volet spécial jeunesse qui était conduit et produit, organisé par la ville de Pointe-à-Pitre. Malheureusement, le salon du livre régional a été reporté à une date ultérieure, mais nous avions vraiment déjà commencé un travail conséquent de prospection autour des auteurs, de mise en place d'ateliers. Donc, du coup, nous avons choisi de maintenir ce salon du livre spécial jeunesse à Pointe-à-Pitre qui commence donc alors demain
pour sa partie dès village dès demain, oui. puisque c'est de jeudi à samedi. Oui. Mais depuis lundi, le salon a commencé puisque les auteurs interviennent dans les classes. D'accord. Donc, ils vont à la rencontre des élèves. Ils vont à la rencontre des élèves pour animer des ateliers, animer des rencontres littéraires. Donc depuis lundi, nous avons 6 auteurs qui nous viennent de l'Hexagone, de Martinique, d'Haïti, qui sont allés à la rencontre des élèves dans leur classe, des établissements scolaires, mais également aussi au centre éducatif fermé de Port-Louis. Il y a aussi eu des rencontres à la médiathèque à Basse-Terre. Donc le salon, j'ai envie de dire, les before du salon, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ont commencé depuis lundi, mais la partie village, où les gens cette fois-ci viennent vraiment sur le village du salon, ça commence demain. Ça commence demain. Alors en fait, c'est même plus un salon de Pointe-à-Pitre, c'est un salon pratiquement de la Guadeloupe, puisque il va un peu partout. Ben, c'est ça, l'idée c'est vraiment, il se déroule à Pointe-à-Pitre, mais dans la conceptualisation, quand nous étions associés à la région, on avait prévu qu'il y ait un volet à Basse-Terre aussi, un volet à Pointe-à-Pitre. Donc on est resté sur le même principe où les classes de toute la Guadeloupe, parce que le rectorat a vraiment joué le jeu. D'ailleurs, je remercie M. Cruz qui a vraiment coordonné ça de maître, l'inspecteur. Les classes de toute la Guadeloupe se sont inscrites. On a par exemple une classe de la Désirade qui vient, de Marie Galante, qui se sont inscrites à des rencontres littéraires et qui, du coup, comme ils viennent pour la journée, en profitent. On a organisé des visites guidées pour eux avec notre service patrimoine pour profiter de cette journée à Pointe-à-Pitre. Pour connaître Pointe-à-Pitre aussi. Totalement, ville d'art et d'histoire. Alors, globalement, combien d'auteurs sont concernés? Alors, il y a plus de 21 auteurs qui seront présents durant ces 3 jours, qui vont animer des ateliers, qui vont animer aussi ateliers d'écriture, ateliers d'illustration. Il y aura également des tables rondes, il y aura des petits causés. Il y a un instant aussi formation pour ceux qui sont intéressés par les livres animés. Ça va se dérouler au niveau de la médiathèque avec M. Nicolas Caudron, qui d'ailleurs nous propose une magnifique exposition dont le vernissage sera ce soir. Au niveau de la médiathèque, vraiment, venez voir cette exposition, ça vaut le détour. Le livre animé, c'est une autre façon pour moi de concevoir le livre. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous appelez le livre animé? Alors, c'est un livre qui... Vous savez, souvent, on en achetait pour les petits, où on peut, à travers une histoire, on peut toucher, par exemple, la texture de la vache, des choses comme ça. Sauf que, alors, on sait souvent, moi, en tout cas, personnellement, je ne savais pas que ça existait pour les plus grands. Et c'est vraiment une merveille d'ingénierie, d'architecture qui nous propose, qui nous présente. Et l'idée, c'est une manière aussi d'inciter le jeune à la lecture autrement et différemment, puisque si bébé était séduit par ça, les plus grands, vous verrez, l'expo vaut vraiment le détour, peuvent être émerveillés par pour moi, c'est vraiment du talent en termes d'ingénierie, puisque le livre prend vie, on le touche, on peut s'imaginer une histoire en plus de l'histoire, c'est vraiment exceptionnel. Oui. Et donc, physiquement, le salon à Pointe-à-Pitre, ce sera où? Ce sera au niveau du kiosque de la place de la Victoire. Oui. Donc, des chapiteaux, des stands seront installés tout autour du kiosque. Sous le kiosque, il y aura ce qu'on appelle notre bibliothèque éphémère, qui sera animée par les bibliothécaires, de la médiathèque Achille René Boisneuf, mais également celle de la MECA, celle du réseau de la lecture publique de Cap Excellence. Vraiment, les bibliothécaires vont à la rencontre du public qui ne viennent plus à la bibliothèque. En ayant cette bibliothèque hors les murs éphémères, où elles vont animer l'heure du conte, des séances d'illustration, des ateliers d'illustration. Vraiment, c'est un salon qui est ouvert à tous, même si le jeudi et le vendredi, nous aurons beaucoup de scolaires qui se sont déjà inscrits aux différentes rencontres à ateliers, mais il est ouvert au tout public de 9h à 18h jeudi. Alors William, j'ai envie de poser la question, est-ce que ça veut dire que ce salon du livre va prendre naissance, aujourd'hui et il va se continuer? Alors, je vous avoue que c'est du travail, beaucoup de travail, mais certains auteurs qui n'ont malheureusement pas pu être là nous ont déjà dit l'année prochaine, j'aimerais participer. Donc, et je ne dirais pas, je ne sais pas s'il y aurait une année prochaine, mais il y aura d'autres éditions, puisque c'est aussi une volonté politique. L'équipe municipale a choisi de vraiment faire de la jeunesse sa priorité. Et dans ce contexte-là, on connaît les difficultés du public d'y empêcher. Donc, ce genre de démarche-là, pour les jeunes, qui tend à développer la lecture publique, mais aussi à rendre la culture accessible au plus grand nombre, c'est vraiment le fer de lance de l'équipe municipale en place. De toute manière, il y a un autre problème qui se pose en Guadeloupe, c'est l'illettrisme. Alors bon, ça touche une certaine partie de la jeunesse, mais des gens plus âgés. On en parlera pendant ce salon. Alors, pas proprement parler de l'illettrisme, mais en termes
de problématiques liées à la lecture. On a un atelier notamment, une table ronde sur la dyslexie. On en a une, ce sera donc vendredi après-midi. On en a une autre aussi, puisque beaucoup de parents nous ont interpellés en disant, bon, moi, mon enfant, quand il était petit, l'histoire du soir, ça passait, mais arrivé à la préado, il voulait plus, il n'aime plus lire, ça ne l'intéresse pas. Et donc, du coup, il y aura aussi un petit causé sur comment, des outils, des astuces pour intéresser notre préado, notre ado à la lecture. Oui. Alors, hier, j'ai vu ici, comment il s'appelle, Mbitako, qui m'a dit sur là, donc ça veut dire qu'on parlera de la littérature créole. Totalement, ça a toute sa place. Il sera là. D'ailleurs, on a notre nocturne du vendredi, parce qu'on a voulu que ce salon ait une nocturne. C'est vendredi soir. Et la thématique, c'est Si ou paix d'épais. On est vendredi 13. Vous connaissez le talent d'Mbitako pour les contes et histoires. Oui, oui. Donc, du coup, on aura une animation conte, mais il a également son stand en tant qu'éditeur et auteur. Il animera des ateliers aussi pour des classes. Donc, oui, Mbitako fait partie de nos auteurs qui seront présents sur le salon. Alors, c'est quoi l'afrofuturisme ? Alors, mais il faut venir à la conférence. Il faut vraiment venir à la conférence parce que c'est large, mais en même temps, ça inspire beaucoup de fausses idées. J'invite vraiment à venir à cette conférence. Je ne répondrai pas, je dirais venez à la conférence sur l'afroculturisme. D'accord. Futurisme, pardon. Alors, donc ça a commencé déjà dans les écoles. Samedi, ce sont plus les scolaires, ce sont les jeunes d'une manière générale. Le tout public. Le tout public parce que, j'aime à dire, c'est un salon du livre jeunesse. On n'a pas arrêté la jeunesse à la classe terminale. On s'est dit que les ouvrages qu'on propose, les auteurs qu'on présente, ça peut toucher vraiment jusqu'à 25 ans, mais je ne dis même pas grand maximum, puisqu'il y a des adultes seniors qui aiment la littérature jeunesse. Oui. Je prends l'exemple d'un auteur qu'on a invité, M. Gary Victor. Oui. Un Haïtien. Oui. Il n'écrit pas pour les jeunes, mais sur un de ses ouvrages qui sera présenté au salon, le héros, c'est un jeune. D'accord. Et dans un contexte très particulier, et beaucoup de jeunes, puisqu'il a rencontré des jeunes lycéens, ont été interpellés par cette histoire. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. C'est que l'auteur, soit par sa personnalité, son charisme, ou bien le personnage de son roman, puisse interpeller et déclencher la lecture plaisir chez le jeune. Donc, samedi, j'ai envie de dire, c'est ouvert aux jeunes, mais aussi aux parents, parce qu'on aura une librairie à ciel ouvert, avec des éditeurs qui vont venir, eux aussi, avec leurs auteurs, avec leurs ouvrages jeunesse, mais avec d'autres ouvrages aussi. Des libraires également qui seront présents, ils sont plus de 12. Des auteurs indépendants aussi, ils sont 6. Donc, j'ai envie de dire, il y a de quoi faire, et il y a de quoi, avant de se faire plaisir, Noël approche. Offrons des cadeaux différents aux enfants et à soi-même. Alors, William, j'ai envie de poser une autre question au-delà du Salon du Livre, puisqu'on a eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois ici. J'imagine qu'au niveau des affaires culturelles, il y a beaucoup de choses à faire. Et, comme on dit, bois d'ailleurs pour moigner, parce que janvier, février arrive, je suis sûr qu'il y a des choses déjà dans les tuyaux. Sans rentrer dans tous les détails, mais bon, nous, on t'y frisait. Sans rentrer dans les détails, j'ai envie de dire, vous savez que Pointe-à-Pitre, c'est la capitale du carnaval. Je ne dis pas de la Guadeloupe, mondiale, parce que la Guadeloupe a le carnaval le plus long du monde. Oui, on est d'accord? Pointe-à-Pitre est la commune qui a le carnaval le plus long sur son territoire. Pointe-à-Pitre est donc la capitale du monde du carnaval. Oui. Donc, il y a pas mal ça là. Nous commençons donc le carnaval à Pointe-à-Pitre, ça je ne dis que ça. La parade des rois. Quand le premier dimanche de l'année, c'est le jour du carnaval. Le premier dimanche de l'année. Voilà. Alors, avec le 3, je crois. Le 5. Le 5, voilà. Avec des animations sur la place de la Victoire pour les familles. Venez avec vos nattes, votre galette des rois. Il y aura des animations parents, enfants, les groupes qui passeront juste devant pour saluer leur aval et beaucoup de groupes partenaires nous ont promis de venir plus tôt. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi l'idée, c'est d'avoir vraiment un mélange, puisqu'on a. Gros déboulé alors. On incite vraiment les groupes à sortir plus tôt pour que déjà les touristes en escale ce dimanche-là puissent profiter du carnaval. Il y a un bateau qui sera là, donc tout va se dérouler au niveau de la place de la Victoire. Oui. Il y a un char qui passe juste avant, un char carnavalesque. Alors, on refait les chars. Eh bien voilà, avec un partenaire, avec le GCCAP qui est vraiment acteur majeur de cette dynamique sur notre territoire. Et surtout, franchement, venez sur la place.
de la Victoire, regardez le carnaval. Arrêtez de rester uniquement au niveau du carrefour Frébeau, parce que la place a une aire de jeu réhabilitée, donc les enfants peuvent y jouer. Oui. Il y aura des sculptures gonflables, il y aura de l'animation, des jeux à gagner et les groupes en plus qui participeront à cette parade. Il y aura le prix coup de cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Tous les ingrédients pour que le carnaval commence très bien dans la capitale du monde du carnaval. Donc ça veut dire que c'est déjà préparé. Oui. On ne va pas aller là, c'est constitué de déjà. Nous travaillons ça depuis septembre. Depuis septembre, nous travaillons sur ça. Oui. Donc du coup, les choses sont lancées. C'est vraiment ne ratez pas ce démarrage du carnaval. Ce sera la parade des rois, ce sera exceptionnel. Pointe-à-Pitre. Ça n'est que le premier jour. Premier dimanche, mais après le carnaval, chaque dimanche. Chaque dimanche, le carnaval. On a voulu simplement rappeler aux uns et aux autres que Pointe-à-Pitre n'est pas qu'une terre de carnaval, c'est la capitale du carnaval du monde. Voilà, il n'est pas mauvais ça là. Merci en tout cas d'être venu. Donc rendez-vous, c'est pris. Enfin, ça a commencé hier, ça continue aujourd'hui dans les écoles. Alors, ça continue. Alors aujourd'hui, il n'y a pas école, on est mercredi, mais on a ce soir très important pour venir à la médiathèque. À partir de 17h. Oui. C'est l'ouverture officielle du salon avec un vernissage de l'exposition sur les livres animés, une projection aussi avec Nicolas Caudron qui nous fait l'honneur d'être là. Il vient de la métropole exprès pour cela. Donc venez dès 17h, médiathèque Achille Renier-Boisneuf. Et le salon, c'est de demain, donc jeudi, jusqu'à samedi, avec la grande nocturne vendredi soir, si vous paie des paix. Voilà, c'est dit. Merci William Saha. On revient à l'actualité. Justement, on va visiter le nouveau chantier du CHU. Je vous l'ai dit, le CHU de Pointe-à-Pitre, il va émigrer vers les abîmes, puisque pratiquement les choses se mettent en place progressivement. Il y a eu quelques petits retards. Bon, on a entendu les entrepreneurs guadeloupéens disent qu'ils n'avaient pas une place assez importante dans la construction de ce salon, de ce chantier, mais quand même, il avance. Et on va voir ce qu'on va voir avec ce reportage de Maxime Morel. Alors, est-ce que c'est le dernier reportage avant l'ouverture officielle l'année prochaine de ce CHU? La question reste posée, mais on la pose au nouveau directeur qui va être élu très prochainement. Reportage. Nous sommes sur la finalisation du chantier du nouveau CHU. Il reste encore quelques mois de travail. L'essentiel des bâtiments seront livrés au 31 mars. Il y a un dernier bâtiment qui sera livré au 30 avril. Donc ensuite, on démarre les essais et bien sûr, accueil des premiers patients au milieu de l'année 2025. On est dans un endroit qui est absolument, moi je trouve extraordinaire en termes de qualité. Enfin, ce qui va être livré en 2025. À la mi-2025, c'est vraiment un équipement pour le territoire, un équipement extraordinaire en termes de modernité, en termes de soins, en termes d'hospitalisation, etc. Même la configuration et la logique du bâtiment est vraiment très très bien pensée, etc. Et donc là, on est vraiment à la fin. Eric Duhader l'a dit, livraison sans doute premier trimestre 2025. Du côté des services de l'État et du côté du préfet, évidemment, c'est l'environnement qui est important. C'est pouvoir, effectivement, on a les sujets de voirie, les sujets d'accessibilité. Je suis avec le président Ferdi Louisi, les sujets d'eau, évidemment, parce que le CHU, par définition, est un endroit où on ne peut pas une seule minute, une seule seconde être privé d'eau et de la fourniture d'une eau de qualité. Voilà. Donc il y a des gros enjeux d'environnement autour d'un équipement de ces natures. Vous imaginez, il y a des enjeux d'accessibilité, des enjeux d'assainissement. Voilà. Donc c'est ça à quoi on est vraiment, évidemment attentif. Et puis moi, c'est l'occasion de saluer toutes les équipes du CHU de la Guadeloupe, voilà, qui font un travail formidable et qui vont pouvoir bénéficier dans quelques mois effectivement d'un équipement à la hauteur de leur professionnalisme, voilà, et qui est très attendu sur le territoire. Ce qu'on peut garantir, c'est déjà une augmentation capacitaire, puisque avec l'ouverture du nouveau CHU, on retrouve le capacitaire que l'on avait au moment de l'incendie de 2017. Et donc, en gros, on passe de 500 lits installés à à peu près 560. Par ailleurs, on développe beaucoup parce qu'aujourd'hui, les organisations ont changé. Et donc, notamment, on travaille beaucoup sur l'ambulatoire et sur le parcours du patient. L'essentiel aujourd'hui, c'est un patient qu'on peut accueillir rapidement, dans les meilleures conditions possibles, à qui on peut faire les diagnostics et prescrire les bonnes thérapeutiques dans les meilleurs délais.
Voilà, cet hôpital, ce sera un petit peu l'équivalent du mémorial, puisque c'est en gros 8 même. Les salariés futurs infirmiers disent les syndicats disent qu'on a réduit le nombre de lits. Nous aurons l'occasion d'y revenir, puisqu'on va inviter quelqu'un de l'UTS ici un de ces jours. Mais en tout cas, cet hôpital, il sera mieux placé du point de vue sismologique que le CHU actuel. Alors, une autre question reste posée. On a posé au directeur qu'on va le recevoir. Qu'adviendra-t-il du CHU de Pointe-à-Pitre? Va-t-on le détruire ou bien va-t-il rester comme la sécurité sociale, comme la CAF à Pointe-à-Pitre, comme la Poste, tous ces bâtiments qui sont maintenant vides et désuets et dont on se pose la question, quand il y a fait avec eux, il va rester là. Bref, il est déjà 12h55, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Martine Fazer, chroniqueuse, et Jean-Charles Sarkis, président de l'association des vols papillons. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de ce ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir M. Jean-Charles Sarkis. Bonjour. Bonjour. Il est le président de l'association Les Voiles Papillons et qui organise chaque année des choses intéressantes pour les jeunes. Il va nous en parler dans un instant. Ensuite, Martine Fazer sera avec nous et on va terminer avec Madame Marilène Ferdi. Sinon, on va faire un petit tour du côté de l'inauguration du parc paysager du lycée des droits de l'homme. Je vous l'ai dit, il faut que les jeunes s'intéressent à leur environnement, à l'écologie, à l'écosystème, comme on dit. Et ce parc paysager qui a été inauguré au lycée des droits de l'homme, c'est la preuve que de plus en plus de jeunes peuvent s'impliquer. C'est une bonne chose pour la nature et pour la Guadeloupe. On regarde le reportage. Il y a tellement de droits qui sont bafoués dans des zones de guerre, où on ne respecte pas le droit d'accès à l'eau, pas le droit d'accès à la nourriture, vraiment aux choses les plus fondamentales. Et donc il faut que nos jeunes soient concernés, soient conscients de ces situations. Je trouve que c'est triste que certaines femmes se fassent battre par des hommes et je pense qu'on devrait faire des manifestations dans ce genre pour qu'on puisse prouver qu'on soutient ces femmes. Pour moi, c'est le droit de la liberté, le droit de la liberté d'expression. C'est un des droits de l'homme et de la femme, le droit de la liberté d'expression, de pouvoir parler comme on veut, s'exprimer comme on veut. Le lycée des droits de l'homme, donc il y a une dénomination, nous avons besoin d'avoir cette identité qui soit affirmée. Ce parc paysager, c'est un parc qui va permettre d'asseoir notre identité en tant qu'espace de pédagogie, bien sûr, parce que c'est un parc qui a vocation à accueillir des cours, qui a vocation à faire ce qu'on appelle la classe du dehors, l'enseignement en extérieur. Donc le projet, il est vraiment pédagogique, mais aussi en même temps, l'idée c'est de valoriser la flore locale, la biodiversité. C'est un parc avec une forte dimension développement durable, puisque nous souhaitons vraiment incarner un lycée vert, un lycée tourné vers le développement durable, avec donc une labellisation que nous espérons obtenir. En fait, DDH, c'est un lycée déjà c'est le lycée des droits de l'homme. Donc pour moi, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse avoir cette journée, tout d'abord en rapport avec les droits de l'homme. Et j'ai trouvé aussi que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, ce parc, parce que je pense que c'est pas dans tous les lycées qu'on peut avoir ça. Et je pense même que c'est l'un des uniques lycées où on a pu assister à ça. Surtout le fait qu'on puisse faire des cours à l'extérieur, des choses comme ça, je trouve ça vraiment sympa. L'idée, c'est que les élèves puissent aller se détendre. Donc les zones de détente seront des espaces où les élèves pourront aller pour leur bien-être. Il y aura des bancs, il y aura des pergolas végétales. Les élèves pourront aller s'asseoir, faire une lecture, puisqu'il y aura également une bibliothèque participative où donc les élèves pourront emprunter un livre, s'asseoir sur un banc à l'ombre d'une pergola pour avoir une petite lecture. Un lieu de rencontre également, tout simplement, pour nos élèves. Voilà, c'est une excellente initiative en matière d'écologie, d'écosystème et de biodiversité, d'intéresser les jeunes dès le plus jeune âge
à préserver la nature. Et de plus, dans un lycée où on forme des jeunes, c'est vraiment une initiative à encourager. L'autre initiative à encourager, c'est celle des voiles papillons. Bonjour, Monsieur Sarkis. Alors, pour les gens qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, que sont ces voiles papillons? Alors, les voiles papillons, c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, qui a deux buts, qui permet à des enfants, soit de milieu social difficile, soit des enfants ayant des pathologies, des maladies lourdes, le temps d'un week-end ou le temps d'une journée, de profiter, on va dire, du milieu de la mer. On a 2 actions pendant l'année. C'est les voiles papillons qui a lieu au mois de juin, où on emmène 25 enfants, 80 personnes sur l'événement, sur 7 catamarans. On a été au Saint-Terre-de-Haut cette année, pendant 3 jours. Et le second événement, c'est ce samedi, c'est pendant la journée, ce sera à l'île Gosier, où on va emmener 25 enfants de milieu social difficile, en partenariat avec la Maison de l'Enfance, découvrir le monde de la mer. Oui. Comment les enfants sont recrutés? Alors, les enfants sont recrutés, comme on est en partenariat avec la Maison de l'Enfance. La Maison de l'Enfance, c'est un établissement qui reçoit des enfants de milieu social difficile. Donc, on est en partenariat avec eux et ils nous aident à choisir ces enfants qui vont de 7 ans à 17 ans pour pouvoir profiter de cette journée. D'une manière générale, quand vous emmenez ces jeunes enfants en bateau, catamaran, qu'ils ne connaissent pas, comment ils réagissent? Eh bien, vous savez, c'est bizarre à dire, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne vont jamais à la plage. Vous avez beaucoup d'enfants qui ne sont jamais montés sur un bateau à voile. Ouais. Et nous, on voudrait apporter notre petite pierre à l'édifice et permettre à ces enfants chaque année de pouvoir un peu profiter de ce qui nous entoure, c'est la mer. Et ils sont contents d'une manière générale, j'imagine. Les enfants sont heureux. Quand vous sortez d'une journée comme celle-ci, ça me donne des frissons. Quand vous voyez les étoiles dans les yeux des enfants qui ne demandent qu'une seule chose, c'est y retourner le lendemain. Ça, c'est clair. Alors, cette année, dans les jours qui viennent, le week-end prochain, c'est ça? Exactement. C'est ce samedi 14 décembre. Oui. Et le programme de la journée, on va emmener donc, les enfants à l'île Gosier. On va faire une sortie... Alors, au départ, c'est à quelle heure? Le départ, c'est à 8h30 que les enfants vont arriver au débarcadère près de la plage de la Dacha. Après, nous irons donc à l'île Gosier. Les enfants sont déjà choisis, là. Il y a exactement. On aurait voulu rajouter des places. On dit le bateau est plein. Exactement, le bateau est plein. Mais les éditions, il y en a 2 fois par an. Oui. Et 2 fois par an, on peut avoir de nouveaux enfants pour pouvoir les faire profiter. Oui. Et donc... suite au départ, on va faire les enfants grâce à l'association. Donc, on est aussi en partenariat avec l'association La Banane, qui est une association à Pointe-à-Pitre qui nous permet de faire les enfants profiter d'un catamaran et d'un monocoque pour pouvoir naviguer autour de cette belle Guadeloupe. Et après, il y aura une sortie en jet ski dans la matinée également. Quand même, il y a du jet ski. Il y a du jet ski aussi. Un peu plus fun des fois pour les enfants. Exactement. Oui. Et même pour les accompagnateurs, ils sont heureux d'être avec les enfants sur les jet skis. Et après, une chasse au trésor sur le thème des Amérindiens cette année. Ah bon? Donc, il y a aussi de l'apprentissage. Dans la mer ou sous terre? Ce sera sur terre, la chasse au trésor, sur l'île Gosier. Oui, et dans l'île Gosier... Exactement. On a prévu donc, cette petite chasse au trésor sur le thème des Amérindiens et les enfants devront chercher des émis. Ce sont des objets sacrés qui seront cachés aux 4 coins de l'île Gosier et qui permettront aux enfants, par la suite, de se protéger des risques naturels qu'on peut avoir en Guadeloupe. Voilà. Donc ça veut dire que les voiles papillons ont tout prévu. Exactement, on a tout prévu. Et en fin d'après-midi, il y aura un petit arbre de Noël avec des cadeaux que les enfants pourront avoir quand ils auront trouvé les objets sacrés. C'est tout honneur pour ces enfants. Exactement. Et pour leurs parents. En tout cas, c'est une bonne initiative. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est pratiquement une initiative, j'ai envie de dire, humanitaire. Quand vous prenez les enfants dans des quartiers difficiles et vous les emmenez en catamaran, découvrir la mer, des enfants qui ne connaissent pas la mer, c'est vraiment un acte très important, ça. Exactement, c'est un moment d'évasion, d'apprentissage pour les enfants. On leur inculque l'esprit d'équipe. C'est plein de valeurs que porte notre association et qu'on essaye d'améliorer le quotidien de ces enfants. Comme on dit nous, une voile à la fois. Une voile à la fois. En tout cas, rendez-vous samedi. Exactement, samedi 14 décembre. S'il y en a qui veulent participer, venir sur l'événement et voir comment ça se passe avec nous, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille tout le monde. Bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci, M. Sarkis, d'être venu parler de ces voiles papillons et on vous souhaite bon vent.
Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Et Mille merci. que la météo sera favorable. Elle sera favorable. Elle est toujours favorable pour nous. Favorable. Bon, ben tout va bien. On va parler de culture puisque Martine est déjà là. Martine, c'est la chroniqueuse culture du mercredi. Bonjour Martine. Bonjour Danick. Bonjour cher monsieur. Oui. Et tu connais les voiles papillons, non? Pas encore. Non, je ne connais pas les voiles papillons, mais je pense que c'est un replay. Je pourrais écouter qui est monsieur et ce qu'il Oui, tu pourras écouter ce qu'il a dit puisque c'est une opération qui est menée pour des jeunes enfants défavorisés qui ont l'occasion de découvrir la mer pour la première génial, fois. Ça. Ouais, non, c'est très bien. Je disais que c'est vraiment quelque chose de très important pour notre pays. Martine, tu as la parole, générique. On approche de la fin de l'année, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se font peut-être même trop. Trop, donc on ne peut pas les dernières. Comme ça, c'est plus simple. Oui. Bon, salut Danick, salut, bien bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs et également, j'envoie un petit bonjour spécial pour mes stagiaires du lycée Faustin-Fleuret à Morne-à-l'Eau qui gardent la boutique en mon absence aujourd'hui. Tu as de la chance. Oui, beaucoup de chance, ils sont super. C'est pas toujours évident. Bon, on en reparlera une prochaine fois. En tout cas, je suis toujours ravie d'être là. Danick, je vois que tu vas bien, tu es toujours en harmonie avec... Et en plus, voilà. Tu as du temps là aujourd'hui. C'est magnifique. Il est 13h13, tu as jusqu'à 30 quand même. Oh, c'est incroyable ça, incroyable. Oui. On a marqué ça avant aussi. Ah oui. Mais non, c'est un cadeau de Noël. Ah d'accord, donc il ne faut pas compter assis tout le temps. D'accord. Mais en tout cas, le Père Noël est presque là, puisque en rouge et la petite barbe blanche, tout y est. Oui, c'est parfait. Il me manque juste le... Il manque juste, mais ou pas besoin de ça, parce que nous pas obligés de faire un Père Noël qu'on y a pas fait. Même les autres côtés. Vous comprenez? J'ai compris. Okay. En tout cas, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans deux lieux. Un jardin remarquable qui est à découvrir, et puis un partenariat musical entre la Guadeloupe et la ville de Quimper en France hexagonale. Ensuite, bien sûr, avec le temps qui restera, on vous fera un petit agenda, mais on sera très bref sur Noël parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses, vraiment? Trop de lieux. Tu sais, j'ai posé la question l'autre jour. Tu sais, le vendredi, je reçois des journalistes guadeloupéens et une émission qu'on a mis en place, le Forum de la presse. Et je leur demandais comment ils expliquent le fait qu'en Guadeloupe, il y ait autant de manifestations. Parce que bon, j'ai vécu en Martinique pendant 2 ans, tu connais la Martinique, il y a des manifestations. Mais pas autant. Moi, j'ai vécu aussi beaucoup. C'est incroyable. Mais là, j'aurais tendance, de manière comment tu expliques ça, critique, à dire que c'est une course à qui fait plus. Ah bon, c'est à ce point-là? Oui, moi je trouve que c'est ça. Alors que lorsqu'on veut bien essayer de faire ensemble, on fait encore mieux et personne ne perd. On peut se rassembler. Je vais prendre un exemple qui te paraîtra tout de suite immédiatement incroyable. C'est celui de la ville du Moule. Oui. Donc, à parler du Moule. Oui, tu es de la ville du Moule. D'accord. Bon, non, mais c'est très bien qu'il y ait une pléthore, mais je trouve que ça serait qualitatif si on essayait de se rassembler un peu plus pour faire des choses ensemble. C'est le ensemble qui est nous plus fort. Nous, j'ai connais ça, mais nous pas pratiquer. Des actions culturelles de toute la Guadeloupe, c'est ça qu'il faut? Ben voilà, je me propose. Bon, ok. Martine, coordinatrice des actions culturelles sur la Guadeloupe. Non, mais c'est... Cacher son monde, en là. Oui, non, mais c'est important. Il faut nous faire bien la carré. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, je risque de me retrouver avec pas mal d'inimitiés, mais bon. Le cas l'Union d'Ola, tu sais, je viens de recevoir Madame Sarr, qui organise le Salon du Livre de la Jeunesse le 14, et me disait que Pointe-à-Pitre est devenue la capitale du monde au carnaval. Et m'a expliqué, mais oui, parce que c'est le carnaval le plus long de tous les pays. Pompéian, quoi. Pour monde, il y a un carnaval qui a duré 3 mois. Mais tu peux dire aussi que la Guadeloupe, c'est le pays où ça dure le plus longtemps, le carnaval. Mais oui, c'est ça. Alors, et comme Pointe-à-Pitre, c'est l'endroit où il y a le plus de manifestations, donc du coup, Pointe-à-Pitre est devenue la capitale du monde et du carnaval. Voilà. Mon Dieu, quel intitulé. En tout cas, je voudrais saluer Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas si la presse le sait déjà, je fais digression, mais bon, c'est une info qui est importante. Tu sais que la ville de Pointe-à-Pitre avait quelques difficultés, sans que je rentre dans les détails. Et ils ont reçu là une petite félicitation comme quoi les choses sont remises à plat et on leur donne enfin l'autorisation de reprendre des animations et des manifestations qui soient portées par la ville. Parce que jusqu'à l'heure, c'était un peu ceinture bouclée.
Et là, ça y est, une personnalité de la service de sport était contente de me dire, ça y est, on peut à nouveau faire, on a le droit parce qu'on a tellement serré la ceinture, on a tellement redressé la barre que c'est une belle annonce et je leur souhaite... Le robinet n'est pas ouvert à 150%, mais il est ouvert pour permettre que ça reprenne une activité un petit peu plus, on va dire, dynamique, portée par la ville. Donc c'est une belle nouvelle et donc nous allons voir refleurir un certain nombre de manifestations culturelles et sportives. Allez, je vous ai dit que je vous emmenais dans un jardin remarquable. C'est le jardin botanique du désert de la Désirade. D'accord, je ne connais pas. Et bien voilà, ce jardin vient d'obtenir un label, c'est le label Création Ruralité, et ça s'appelle donc, ce label s'appelle le label du jardin remarquable. Et pourquoi il a reçu ça? Bien parce qu'il y a en fait toute une enquête, je vais y revenir tout à l'heure, qui permet de décerner ce titre, qui est un titre très honorifique. Ça a été mis en place, le label Jardin Remarquable, depuis 2004, et ça distingue donc les jardins et les parcs qui présentent un intérêt à la fois culturel, esthétique, historique ou botanique, et qu'ils soient ouverts tant au public et ce sont soit des jardins privés ou publics. C'est un label qui est attribué par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans renouvelable, évidemment en association souvent avec, pas le département, la région. Et c'est un groupe régional d'ailleurs qui travaille avec le préfet de Guadeloupe, qui examine les demandes de labellisation et qui se réunit. Et là, dans le cadre de ce jardin, ils se sont réunis le 26 novembre dernier pour pouvoir, avec la direction de la culture et la direction des îles du Nord, pour pouvoir décerner ce prix. C'est un jardin qui est tenu par une association qui s'appelle Cactophile des Antilles. Cactophile, qu'est-ce que c'est? C'est une activité principale qui tourne autour de la sauvegarde, de la réintroduction du cactus Melocactus intortus, dit tête à l'anglais. En pas fait, j'ai été tard, hein. Non, c'est le tête à l'anglais. On connaît bien ce cactus à la Désirade qui a l'impression effectivement d'un casque d'anglais avec son petit pompon rouge au-dessus. Donc ils ont réintroduit cette activité, l'ont protégé et aujourd'hui il faut savoir que ce jardin qui a une dimension de 7000 m² et bientôt plus puisque la ville est prête à céder un terrain jouxtant pour agrandir la parcelle de 4000 m² supplémentaires, et qui sera mis à la disposition donc, de cette association pour embellir et amplifier ce jardin. Juste une question, il appartient au parc national, non? Alors non, et a priori c'est vraiment un lieu qui appartient à la municipalité. Alors est-ce qu'il y a des pourparlers en cours sur cette parcelle? Je ne saurais dire parce que je n'ai pas fouillé par là et ça n'est pas apparu dans ma recherche de toute manière. Donc aujourd'hui c'est quand même 800 variétés de cactus et des spécimens différents et on compte plus de 10 000 plantes qui existent dans ce jardin, un atout qui est vraiment capital pour également... Plein d'iguanes aussi. Il doit y avoir plein d'iguanes, mais là, je ne parle pas des iguanes aujourd'hui, bien que... Il n'y a pas à manger ces bitins à ça, il n'y a pas à manger patates, il n'y a pas à manger iguane. Non, regarde, il n'y a pas à manger cactus. Ah non, mais il n'y a pas à manger patates ou plantées, ziyom, madei, il y a fouillé, il n'y a pas à manger bien. 10 000 plantes, et c'est devenu un atout capital dans le tourisme pour la destination de la Désirade, donc il faut le savoir. Si vous passez par la Désirade, n'hésitez pas à aller visiter ce jardin, qui est un jardin... Dans les hauteurs? Dans les hauteurs. La zone désertique. Donc ce jardin remarquable qui a donc un label qui est un label plus que national et donc il faut valoriser cet atout important que la Désirada au-delà de la pêche et encore une belleté de la Guadeloupe. Une belleté de la Guadeloupe qu'il va falloir vraiment mettre en valeur aujourd'hui. On a vraiment un bijou. Hein. Les Guadeloupéens ne se rendent pas compte de ce qu'on a. Nous avons mal propre tes pays là alors que moi je trouve ça toujours qu'il fait coller à ça. Je pense un petit peu à l'ensemble du pays de Guadeloupe, l'archipel. J'ai déjà fait toute la Caraïbe, dans la petite Caraïbe, je te dis, sincèrement, sans chauvinisme, nous loin de vent. Nous loin du vent, mais c'est nous quand même qui plus mal propre, excuse-moi de le dire, parce que j'habite le long du littoral et Danick, les matins, ça me fait tellement mal au cœur de voir que les gens viennent au petit matin avec des camions chargés de gravats pour aller jeter sur une trace, sur un littoral qui est magnifique. Yokai, j'étais camion à pneus, frigidaires, mais si vous m'entendez, ces gens-là, s'il vous plaît, c'est votre pays, c'est celui que vous allez céder à vos enfants et à vos petits-enfants. Prenez soin de ce pays. Il y a une association qui s'appelle la Guadeloupe, qui a écrit des panneaux tout partout. La Guadeloupe, trop belle pour y vivre, on poubelle. Et c'est vrai, pas fait ça. Bref, allez, de la musique maintenant.
Mon second sujet, un projet musical ambitieux. Encore une fois, la Guadeloupe est précurseur sur un certain nombre de projets. Et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Plan Fanfare, il y a un dispositif national qui a été mis en place, porté par le ministère de la Culture à nouveau, et qui vise à développer la pratique musicale pour tous, pour les plus jeunes, amateurs et pour tous ceux qui ont envie d'avoir une éducation artistique et musicale. Donc il y a un collectif qui s'appelle le CPMA au Hauts-de-France, donc qui est la Fédération musicale de Guadeloupe, se sont associés. Les Hauts-de-France et la Fédération musicale de Guadeloupe se sont associés pour créer un échange inédit. C'est la première fois. Pendant 2 ans, ils ont travaillé avec des partenaires. Ils ont uni leurs efforts pour mettre en place un projet de jumelage entre le collège Lucie Aubrac à Dunkerque, dans le 59, et Rémi Nessouta à Saint-Claude, dans le 97. Donc, il y a un verbatim d'un petit jeune qui dit « Depuis la 6e, maintenant je suis en 4e, j'attends que ce projet arrive. » C'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans ce projet depuis qu'il était en classe de 6e et c'est arrivé, il était en classe de 4e. Donc c'est de dire que c'est pour ces jeunes quelque chose un peu comme ce que fait monsieur, pour les valoriser, pour leur permettre de croire en eux, de croire en des lendemains, en les échanges, et je trouve que c'est formidable. Donc c'est une riche programme de rencontres musicales, de découvertes culturelles, d'échanges sur nos patrimoines respectifs et d'ouverture également sur un patrimoine musical unique à chaque région. Ce programme, donc, c'était la première étape. Les enfants se sont retrouvés donc, dans cette ville de Dunkerque autour de concerts, d'ateliers, de répétitions, de rencontres de classes, de concerts et évidemment du conservatoire de Dunkerque lors d'un événement. Et ils ont créé un mass band, alors un peu comme Mass Moule Massif, mais là c'est à Dunkerque. Et vous savez que Dunkerque est aussi un territoire de carnaval. Donc les élèves et leurs enseignants ont eu l'occasion de visiter donc, le beffroi, les zones classées du patrimoine mondial de l'UNESCO, des musées portuaires et bien sûr les traditions carnavalesques de cette ville. Donc rencontre institutionnelle, jumelage autour de la musique et là ça y est, c'est parti. Donc c'est un sujet sur lequel je reviendrai pour voir la progression de ce partenariat. Ces enfants de Guadeloupe, ils sont partis là-bas? Ils sont partis. Oui, mais ils reviendront. Je pense que oui. D'accord. Parce que je ne pense pas que les parents voudront les laisser à d'autres là-bas. Allez, comme c'est la période, je vais vous parler un tout petit peu de Noël avant de vous parler d'un agenda. Vous savez à quel moment ça a été mis en place, cette période dite de Noël, que nous sacralisons aujourd'hui? Il faut demander ça à Jolo, il a toute une théorie ça c'est sûr. Et la théorie de Jolo sera un peu différente de celle qui est un petit peu, on va dire, celle que connaît tout le monde et qui est passée dans les mœurs. C'est bien sûr au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin et du pape Libère, que la naissance de Jésus-Christ fut officiellement fixée au 25 décembre. Une date qui ensuite s'est transformée avec un certain nombre de festivités païennes lors du solstice d'hiver. Donc ça fait un petit moment que Noël est Noël et la consécration de la naissance, de la nativité plus particulièrement. C'est au Moyen-Âge que c'est devenu une fête centrale dans le calendrier chrétien, cette fois-ci, européen, et que ça a marqué un certain nombre de traditions religieuses que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que des coutumes populaires. Il faut savoir que la diffusion de cette fête s'est élargie sur toute l'Europe, a opéré progressivement à travers tous ces siècles qui sont passés, en transformant en différentes traditions locales dans différents territoires de l'Europe, avec l'institutionnalisation des cadeaux de Noël. Vestige de l'Antiquité où on échangeait plutôt des fèves, des trocs, mais là c'est devenu donc les cadeaux et on en connaît la dimension commerciale d'aujourd'hui. Ça a traversé les siècles. Nous sommes maintenant au marché de Noël, un peu partout, qui ont vu le jour et on sait qu'à Lille, c'est l'un des plus grands marchés de Noël dans toute la partie alsacienne. Haut-Rhin et Bas-Rhin, ce sont les plus grands marchés, dont celui de Strasbourg qui a été établi en 1570. C'était pas hier, j'étais pas née, et toi non plus, Dani, malgré ton grand âge. Je ne sais pas si t'es pas née. C'est que tu as plusieurs vies, certainement, comme les chats. C'est ça. L'évolution du Père Noël, tiens, parlons-en, de Saint-Nicolas à Santa Claus. Alors, le Père Noël, figure emblématique des fêtes, on le sait, de fin d'année, il trouve ses racines, lui, à la légende de Saint-Nicolas, un évêque du IVe siècle également, qui a été connu pour sa générosité envers les plus démunis. Donc, ça fait un petit moment qu'on s'occupe des plus démunis, mais vous avez raison de poursuivre cette tâche, surtout aux approches de Noël. Cette fête est fêtée le 6 décembre. La Saint-Nicolas reste aujourd'hui une tradition qui est importante dans certains pays d'Europe et qui marque le
début des fêtes de fin d'année. Donc, les Hollandais l'ont importé aux États-Unis sous le nom de Sinterklaas. Saint-Nicolas devient ensuite le Santa Claus que nous connaissons, avec des contes également au travers de Noël au début du 19e siècle, plus particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, sous la plume d'un grand romancier qui était Charles Dickens. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus, mais vous savez, tout ce qu'il y a autour de Noël, donc en nous fêter Noël, en pays vin voisot, voilà, ça avait mon Noël, puisque... Mais oui, parce qu'on m'a changé mon rythme de quinzaine, donc ça bouscule un peu mon calendrier. Noëliste. Voilà, donc sauf si Dany... si je peux venir surprendre à un moment sur un temps qui n'est pas le mien pour apporter des cadeaux à nos téléspectateurs. Tu viendras après Noël, parce qu'après Noël, la vie continue. Oui, c'est vrai, ça peut être après Noël qu'on fête Noël. Allez, rapidement, si on a un petit peu de temps. Tiens, en parlant de Noël, Larry-en-nous, c'est au Moule, c'est le 14 décembre. Une grande fête populaire avec une foire artisanale, foire vide-grenier et un concert, bien sûr, autour de Noël avec le groupe Précision. C'est le 14 décembre, c'est au Moule et c'est sur le parking. Toute la journée. Toute la journée avec des animations, des jeux en temps longtemps, des ventes de repas, des animations musicales, guitare, piano, théâtre. Et puis surtout, c'est les enfants qui seront à la chorale avec leurs professeurs au sein de l'association Éclat de quartier. Donc je vous donne rendez-vous ce jour-là au Moule. Mais il y a plein d'autres chantés Noël. Donc comme il y en a une grande liste avec Cassica, etc. Il y a une fête à Anse-Bertrand. Il y en a une avec Soleil Nouet le 13, toujours au Moule. Il y en a une à la sortie du Moule. Il y en a Cassica, Noël Cacado. Il y a les shows de Cassica. Il y en a tellement. Et les jeux à tradition qui commencent le 15 là. Ouais. Donc je vais finir rapidement avec un chanté Noël aussi, le Noël enchanté de Disney qui sera au Palais des Sports le 15. Ça c'est pour les enfants. 15 décembre, pas seulement, pour les enfants à partir de 15h. Palais des Sports du Gosier. Il y a le Guadeloupe Symphonie, auditorium de Basse-Terre. Là, nous serons sur de la musique avec des grands artistes qui se retrouvent pour nous faire vibrer au son de Guadeloupe Symphonie. Ça, c'est le samedi 21 décembre à partir de 20h. Auditorium de Basse-Terre. Vous savez que vous pourrez retrouver tout cela sur la rediff, comment on dit là, le replay. Le replay, le podcast. Et le podcast. Allez, le 28-12, on commence à s'approcher des fêtes de fin d'année. C'est Tania, Rotin, Coco qui sont en concert live à La Casa. Là, ça va être un grand moment. Ne ratez pas ça. Ça va être haut en couleur avec trois belles voix de la Guadeloupe que tout le monde connaît, bien sûr. Et puis, parce que nous sommes en fin d'année, un concert caritatif avec Carole Venutolo que nous ne présentons plus. Oui. Cette fois-ci, ça sera à l'espace régional du Rézé. Musique, gros cas, caritatif, en faveur du deuil périnatal. C'est un sujet extrêmement douloureux, mais voilà qu'elle prend à bras le corps au travers de ce grand concert qui vous permettra d'accompagner ces familles endeuillées par un tout petit bébé et autres. Donc, beaucoup de musiciens. Ces concerts auront lieu. Comment ? Le show de... Oh là là, mon Dieu C'est passé, c'était le 29. Mais c'était le 29 novembre. Exactement. Oui. Mais tu vois, j'ai fait ce qu'on appelle un bug. C'est que ça m'a semblé tellement beau. Ça m'a semblé tellement beau qu'il fallait le refaire. Alors donc, n'oubliez pas, ça s'est déjà passé, n'y allez pas, mais il y a d'autres concerts caritatifs. Allez, je fais juste un tout petit point pour dire que c'était le 28 novembre, là, volontairement, ça vient de passer, c'était l'inauguration du Microfolie au Moule, un espace qui est dédié à la découverte de la culture numérique au sein de la médiathèque du Moule. Qu'est-ce que c'est le Microfolie ? Beaucoup de villes en France hexagonale en sont maintenant... en ont déjà. Donc la Guadeloupe, c'est le Moule qui l'installe le premier. Ça a été ouvert à la médiathèque du Moule. L'inauguration, c'était le jeudi 28 novembre. Et ça sera l'occasion de découvrir, d'expérimenter des espaces de culture. C'est tous les musées du monde, y compris de la Guadeloupe. En numérique, vous pouvez, à travers un casque, voir des collections entières, faire des découvertes, des visites guidées, vraiment des découvertes, avec prochainement la réalité virtuelle, musée numérique, réalité virtuelle, learning, Fab Lab. Et donc tout cela au travers d'un espace qui vous permet, pour les enfants, pour les jeunes, pour les plus vieux, de visiter les musées, comment on appelle ça, l'historique, l'histoire, comment on dit ça, les monuments, merci, vous sortez de notre territoire pour aller là où vous voulez, pour voir, et ensuite avec des explications, la présentation des artistes, des auteurs, des grands maîtres d'art qui ont créé tout cela. Et bien voilà, du musée du Louvre au musée national de Picasso, le musée d'Orsay, le musée de Quai Branly, l'Opéra national de Paris, le Grand Palais, nos musées à nous, la Villette, le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique et d'autres encore, sont à la portée de vos yeux au travers de ce Microfolie qui est dorénavant ouvert au grand public et à tout public. Voilà, c'est tout.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et de ce temps de parole que vous m'avez laissé. Et on attend Mère Noël. Hein. Bon, voilà, il est 13h30. C'est la fin de cette deuxième séquence. On remercie encore M. Jean-Charles Sarkis d'être venu présenter ce qui se passe à Poulivoile Papillon ce week-end. Merci à vous. Et merci aussi de faire ça pour les jeunes Guadeloupéens. Merci à Martine pour sa chronique qui a duré toute une année. On en est quand même chronique, hein. Mine de rien. On en est chronique, tu veux dire 9 l'année, Danick? Oui, mais non, on en est quand 2014, 2024, on ne va pas parler d'avant. Donc 2024, une année. C'est une année pour tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont nombreuses. Non, mais je dis ça parce que, en fait, ta chronique, pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu es daté. C'est-à-dire chaque fois, tu viens parler d'événements particuliers, d'agenda, etc. Donc, et si on faisait un rappel de tout ce qui s'est passé en Guadeloupe, il faudrait au moins 10 heures d'émission. Mais un jour, il faudrait faire ça. Il faudrait faire ce qu'on appelle, puisqu'on parlait de beaucoup de manifestations, ce qui nous permettra vraiment de peser ça, c'est de se dire que sur une année, on fait le kilomètre de l'événement en Guadeloupe. Et on regarde tout ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à... C'est une autoroute qu'on fait, Ah, mais c'est même pas... c'est une autoroute, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses et on a du mal à suivre. Alors, je voudrais juste dire que c'est pas que je ne veux pas mettre, mais j'ai un temps de chronique et que je suis obligée de choisir des choses un peu au feeling et puis des choses qui sont un peu... On me dit ça, quand même. Qui nous apportent un petit peu un autre regard. Les gens qui te regardent savent bien de quoi il s'agit et c'est choisi en fonction de... Voilà. On prend la dernière pause, on se retrouve tout à l'heure pour la fin du journal. Et on reçoit aussi Mme Marilène Ferdi-Richou tout de suite. Oui. Voilà, c'est la dernière séquence cinéma du ZCL, puisqu'on va recevoir une actrice, Marlène Ferdi-Richou, dans un instant. Et elle va nous parler du campus de ce Du campus de... Non, mais vous savez... j'ai vu que vous êtes d'une humeur très badine aujourd'hui, vous avez envie de rigoler, mais ça serait bien de remettre les choses dans l'ordre. C'est pas le magazine, c'est le journal du campus Luminance. C'est sur la Luminance et Mme Ferdi va nous parler. Mme Ferdi, voilà. Va parler de rubrique actu. Bon, pour l'instant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est la remise du prix littéraire FETCAN. Ça s'y fait, vous savez que c'est un prix... par rapport à une autrice guadeloupéenne qui s'appellerait Marie Scondé. Et donc, Solène Fèvre était sur place. On regarde un peu cette remise. C'est parti. Nous avons tenu à faire cette manifestation justement pour pouvoir enrôler d'autres jeunes dans l'aventure et de donner à tout chacun envie de lire des livres, comme l'a dit une jeune tout à l'heure là, quelque chose qui n'était pas dans ses habitudes, des lectures qui ne sont pas dans leur habitude. Et donc, on voit que ça a matché et qu'ils ont été satisfaits, enjoués de pouvoir faire cette découverte. J'ai lu en tout premier Génie. Et le livre sur le Sénégal, etc., sur les légendes, traditions. Et puis j'ai poursuivi avec tous les autres et j'ai beaucoup flashé sur Missak et Méliné, un roman qui parle vraiment de liberté et ce jeune homme-là qui n'a même pas la nationalité française et qui s'est battu pour elle. Et j'avoue qu'il c'est des messages d'espoir et c'est très inspirant. Même si c'était dans un temps limité, ça s'est très bien passé. Je lis assez vite, donc lire le livre n'était pas très dérangeant, mais par contre pour ceux qui font des critiques c'est très dur parce que j'ai fait ça une semaine avant, du coup c'était très difficile. Ça donne le goût de la lecture qui se perd de plus en plus. Vous avez vu ce que la femme a dit, c'est que les jeunes maintenant accordent 300 heures d'attention à leurs petits écrans et 20 minutes seulement à la lecture dans la semaine ou dans le mois. Bon, voilà. Alors vous voyez qu'il y a un grand effort à faire pour vraiment mobiliser les jeunes sur la lecture. Et ce prix de jeunesse, c'est très bon parce que c'est le point de départ de la littérature, l'éveil des enfants et l'écriture. Les jeunes lisent de moins en moins. C'est quand même faux, il y a quand même beaucoup de jeunes qui lisent beaucoup. Pas forcément en livre sur main, mais peut-être sur Internet, etc.
Et puis, s'ils veulent participer, qu'ils viennent. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il y en a qui sont plus timides que d'autres. Et puis voilà. Quand je vois dans mon entourage, mes amis, etc., je suis désolée vraiment de voir que plus personne ne lit de nos jours. Et je suis vraiment contente de perpétuer ça parce que j'ai vraiment envie de poursuivre cette lecture-là, de montrer aux gens que ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, c'était donc le prix jeunesse. On reste dans le domaine du livre puisqu'il y avait une manifestation ce week-end à Marie-Galante et la team CCN était sur place. Pour Marie-Galante, notre but en organisant le salon Caraïbes Édition de Marie-Galante, qui est la deuxième édition, puisque la première édition avait eu lieu en 2019. Pour Marie-Galante, en fait, le salon Caraïbes Édition de Marie-Galante a pour but d'apporter un supplément de culture à Marie-Galante. Parce que comme vous le savez, quand on vient à Marie-Galante, c'est très compliqué de pouvoir participer à une soirée littéraire au Gosier ou à Pointe-à-Pitre. Il faut prendre le bateau, il faut louer une voiture, il faut réserver l'hôtel, et puis on perd presque une journée en fait pour une soirée, donc c'est coûteux et compliqué. Et là, c'est pour ça que les auteurs acceptent de nous rejoindre pour une journée entière à la disposition des Marie-Galantais et à la rencontre des Marie-Galantais. Je suis le scénariste de Petit Jacques. Alors, il y a les 3 exemplaires réunis en un. Petit Jacques et le cocotier, Petit Jacques et le tambour magique, et Petit Jacques et la maman de l'eau. En fait, c'est un petit personnage que j'ai inventé sous forme de conte et avec un petit espiègle intelligent qui aide ses parents. Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais à la campagne et je me rappelle qu'on racontait toutes les histoires qui nous faisaient peur, mais des histoires aussi où il y avait un petit héros entier. Et quand je vais dans les écoles, je ne trouve pas ce petit héros. Quand je demande, on me parle de Tintin et Milou, etc. Et moi, ça ne me représentait pas. Donc j'ai inventé un petit personnage qui mange les fruits du pays, etc. quoi. Et c'est un personnage qui a été très très bien accueilli dans les écoles. J'écris l'histoire, le scénario et je fais les dessins de la Légion Saint-Georges. C'est un album qui a été édité en 2008 et dont c'est la réédition. Une édition augmentée, donc une édition augmentée de 8 pages qui parle un petit peu plus des personnages qui sont les parents de Chevalier Saint-Georges. Il s'agit de l'histoire du Chevalier Saint-Georges. Rapidement, la Légion Saint-Georges, c'est une légion composée de 1000 hommes qui venaient de toutes les colonies de l'époque. Nous sommes au XVIIIe siècle et cet homme-là, Saint-Georges, est devenu colonel de l'armée française et il se bat du côté de la Révolution. Et donc il forme ces 1000 hommes et il part avec cette légion à Lille se battre contre les Autrichiens et avoir des victoires. Et on découvre en même temps que c'était aussi un homme qui avait un talent musical extraordinaire, qui avait talent pour plein de choses. C'était un homme hyper cultivé. Il a été le premier violoniste noir à Paris, le premier chef d'orchestre avec son propre orchestre. Et c'était quelqu'un aussi qui a eu, avant la Révolution, d'attirer l'attention de la cour du roi Louis XVI et qui a été le musicien préféré de Marie-Antoinette. Je sors de cette rencontre littéraire, enchantée, ravie de croiser tous ces écrivains de renommée impressionnants. Merci à la mairie de Grandbourg d'organiser ça, merci à Papyrus également de sa collaboration. Voilà, petit reportage de ces jeunes alternants. Et on a vu donc M. Mabiala pour sa bande dessinée Tijan et aussi Roland Montpierre qui seront dans le prochain Caribule, puisque c'est en mois d'avril, ils seront une vingtaine d'auteurs que nous avons invités. On va changer de sujet, puisqu'on va revenir au campus Luminance, puisque le JCL est de retour depuis lundi dernier. Madame Féondi Richo est là. Bonjour. Bonjour. Et donc, aujourd'hui, on va parler du Parcoursup. C'est bien voilà, ça. Alors c'est notre marronnier. Hein. Donc, chaque année, depuis que Parcoursup existe. Donc, voilà. Donc, la plateforme, elle ouvre la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire le mercredi 18 décembre. Et donc, aujourd'hui, on va simplement donner un calendrier. Donc, je ne sais pas si ça peut s'afficher à l'écran. Voilà. Oui. Donc, le 18 décembre, c'est l'ouverture. C'est mercredi prochain. Alors, le 18 décembre, c'est l'ouverture de Parcoursup. Alors, je vais vous donner, voilà, les dates s'affichent. On va simplement les donner. Après, on reviendra dans le détail. Après, du 18 décembre au 13 mars, c'est le début de la phase d'inscription. 14 mars au 25 avril, la fin de confirmation des vœux. 2 juin, début de la phase principale d'admission. 11 juin, début de la phase complémentaire.
Mais le calendrier est beaucoup plus long que ça, mais on va s'arrêter sur ces 5 dates pour l'instant. Alors, la semaine prochaine, Parcoursup s'ouvre, mais c'est en consultation seule. On ne pourra consulter que les formations. Alors, moi, si je peux d'ores et déjà vous donner un conseil, c'est qu'avant de courir, regarder les formations, il faut déjà réfléchir sur ce que vous voulez faire en termes de métier. Donc, posez la réflexion, qu'est-ce que je veux faire en termes de métier? Et à partir de ça, regardez les formations qui pourraient vous intéresser. Alors, un autre conseil qu'on va donner, Danick, c'est que comparativement à ce qu'on laisse entendre partout, que Parcoursup s'adresse aux jeunes qui sont en terminale, que ça soit en bac pro, que ça soit la filière générale ou technologique. Alors moi, je dis faux. Mais moi, je conseille déjà aux jeunes qui sont en première de commencer à s'intéresser à Parcoursup. Pourquoi, Danick? Parce qu'il faut savoir que la machine, donc l'application, le logiciel Parcoursup, prend en compte les notes de première, y compris le bac de français, les notes du premier et du deuxième trimestre de terminale. Ça veut dire que les parents, les enfants qui nous écoutent aujourd'hui, les professeurs qui nous écoutent aujourd'hui, donc là, on sait que c'est la fin du premier trimestre, les conseillers de classe, soit vont commencer, ils ne vont pas tarder à l'être. Si vous savez que vous n'avez pas eu de très bonnes notes, il serait temps de vous réveiller au second trimestre. Puisque la phase, donc, parce qu'on est, durant cette période-là, c'est la période où vous faites vos vœux, la période où l'application, pendant la période du deuxième trimestre, va vous donner les résultats. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel s'appuie sur quoi? S'appuie sur les notes de la premier et deuxième trimestre. Alors, je dis bien les notes. Ça veut dire qu'il faut aussi rester cohérent. Si vous savez que vous n'avez pas de très bonnes notes, première, vous n'avez pas eu d'excellentes notes, premier trimestre non plus, donc vous avez encore le second trimestre, il faut aussi poser la réflexion sur les formations qui vont vous intéresser. Je vais vous déjà donner des astuces. Vous savez que vous avez moins de 12 de moyenne, Danick, mais vous avez entre 10 et 12. Ne vous positionnez pas uniquement, vous avez droit à 10 vœux, Danick. Ne vous positionnez pas uniquement sur des formations sélectives. Qu'est-ce qu'on entend? On rappelle ce qu'on entend par formation sélective. Tout ce qui est BTS, tout ce qui est BUT, tout ce qui est prépa. Si vous savez que vous avez des notes entre 10 et 12, vous pouvez en mettre une ou deux, mais s'il vous plaît, sécurisez vos choix. Danick, vous souriez. Il faut être lucide. Allez sur des formations universitaires. Regardez déjà ce qu'il y a dans l'université donc en Guadeloupe. Mais aussi pensez à l'université, au campus de Shellshare, qui propose aussi des formations. On dit parler du campus de Shellshare tout à l'heure. Sauf que ce n'est pas le campus de Shellshare, c'est le campus audiovisuel et cinéma. Monsieur Isandrodis, vous n'arrêtez pas. Hein. Vous essayez de rebondir par tous les moyens. Hein. Tout est bon, tout est bon. Oui, ça, par contre, vous avez dit... Des spectateurs ne comprennent pas trop le sous-entendu, mais je vous expliquerai ça vendredi. Donc, une dernière astuce. Alors, n'oublions pas que nous avons la licence et le master information-communication qui se fait au campus de Shellshare en Martinique, qui peut être intéressante en termes de suite de parcours, puisqu'il travaille aussi sur tout ce qui est web avec une orientation de plus en plus sur l'information web avec le journalisme web. Donc, pensez-y. Donc, n'oubliez pas non plus, si vous n'avez pas encore fait, il y a une donnée importante, Danick, c'est l'engagement citoyen. Ça veut dire que c'est une donnée dont le Parcoursup tient compte. Il tient compte de la lettre de motivation, donc on reviendra sur la formulation de la lettre de motivation. L'engagement citoyen, ça veut dire que, alors moi, on m'a posé la question, est-ce que le fait d'être inscrit au carnaval, c'est un engagement citoyen? Alors, dans l'absolu, aller courir le vider, non, ce n'est pas un engagement citoyen. Non, ça non plus, c'est pas. Par contre, être dans une association de préférence, comme la Croix-Rouge, Secours catholique, une association qui vient en aide aux citoyens, ça c'est très bien vu comme engagement. Rouge qui font beaucoup pour les jeunes. Voilà, ça ce sont choisir des associations qui font un travail pour venir en aide à la population.
Ça peut être intéressant, ou des associations sur tout ce qui est développement durable, protection de l'environnement. Ça, ce sont des points, c'est bien vu. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ne le négligez pas. Surtout si vous êtes, moi je dis, dans la fourchette entre 10 et 12 de moyenne, plus que jamais, l'engagement citoyen peut être un point supplémentaire parce que, comparativement à ce que beaucoup pensent, les universités, les écoles regardent ça de près. Alors, je rappelle quand même qu'il y a aussi l'alternance. On a tendance à regarder les filières de BTS, les bachelors, alors que je rappelle, les bachelors universitaires technologiques qu'on fait dans les IUT, c'est ce qu'on appelait avant les DUT. Le parcours, au lieu de se faire en 2 ans, il se fait en 3 ans, à ne pas confondre avec les bachelors qu'on retrouve dans les écoles, qui, eux, sont des filières privées et qui ne seront pas sur Parcoursup. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore... Vous avez des questions à me poser encore sur Parcoursup? Je demandais quand même, est-ce que, premièrement, après tout ce qu'on a dit, quelle est la date qu'il faut retenir? Alors déjà, 2 dates à retenir. Save the date. On va sauver 2 dates. 18 décembre, oui. La plateforme s'ouvre et la fin de la plateforme, de l'ouverture de la plateforme, c'est le 15 janvier, vous pourrez déjà commencer à vous inscrire. Alors, le 18 décembre, c'est consultation libre. Regardez tout ce qui se fait en matière. Vous ne pourrez pas encore vous inscrire, mais vous pouvez d'ores et déjà regarder. Moi, je vous invite aussi à commencer à réunir les pièces, à réfléchir à la méthodologie de la lettre de motivation. Et je vais ajouter en dernier lieu que le mercredi, nous allons consacrer l'Actu Campus à l'accompagnement pour le Parcoursup. Donc, tant sur les formations que vous pourrez trouver en Guadeloupe, mais celles qu'on pourra trouver aussi dans nos réseaux au niveau national, le réseau des parcours, de tout le réseau des campus industrie culturelle et créative en France, mais aussi la lettre de motivation, la méthodologie, en sachant qu'il n'y a pas de lettre parfaite. On m'a posé la question, est-ce qu'aussi on peut regarder les réseaux sociaux? Oui, bon, moi je ne peux pas dire que les réseaux sociaux ne sont pas bons, mais attention. Alors moi j'ai découvert aussi qu'il y a des influenceurs sur Parcoursup. Alors les influenceurs sur Parcoursup qui vous disent, moi j'ai été sur Parcoursup, j'ai réussi, j'ai été pris partout et je peux te donner la lettre de motivation parfaite. Alors dès lors que vous avez un influenceur sur TikTok, sur Instagram, qui vous dit qu'il peut vous aider à faire la lettre de motivation parfaite, vous pouvez passer à autre chose, parce que ça n'existe pas, la lettre de motivation parfaite. Non. Nous, on vous donnera des indications que vous allez compléter, vous, par rapport à ce que vous voulez. Alors, une deuxième chose qu'on m'a posée toujours sur la lettre de motivation, est-ce que je peux me faire aider par ChatGPT? Voilà, donc une intelligence artificielle. On ne va pas répondre aujourd'hui. La réponse... On ne va pas dire non, mais attention, parce que tout le monde, je pense que la quasi-totalité des utilisateurs, voilà, et elle risque de se ressembler. Oui. Donc, on reviendra sur cette histoire de ChatGPT, de l'intelligence artificielle et l'aide qu'ils peuvent vous apporter pour la rédaction de votre... Chasser GPT. On ne va pas dire chasser GPT, parce que qu'on le veuille ou non, c'est des jeunes outils. Oui, mais si tous les jeunes font... Mais par contre, je vous donne rendez-vous, moi, par contre, très important sur l'intelligence artificielle, ce lundi, où je vais vous faire découvrir des intelligences artificielles en open source. Et là, ça va être intéressant. OK. Vendredi 13, c'est vendredi 13, ce sera une émission spéciale sur Zoom. Peut-être, oui, on va peut-être conseiller aux gens d'aller jouer au loto, ceux qui le peuvent, mais avant 13h30. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie Mme Ferdi-Ridjo. Je rappelle que depuis le début, on a reçu ce midi Willem Saha, la directrice des affaires culturelles du patrimoine de Pointe-à-Pitre. Pourquoi? Parce qu'il y a un salon du livre de la jeunesse qui se fait le 14, c'est-à-dire samedi, à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire. Mais ça a commencé depuis hier. Les auteurs vont dans les écoles, font des animations, des ateliers. Et c'est une façon d'inciter nos jeunes à la lecture et à quitter un petit peu les grands écrans et les petits écrans. On a reçu aussi Jean-Charles Charkis, président de l'association Les Voiles Papillons, qui fait une opération très humanitaire pour les jeunes des pays, des quartiers défavorisés, que ce sera ce samedi à Gouzier. Il va les amener en catamaran. C'est quand même quelque chose, hein, prendre des enfants qui n'ont jamais vu la mer, les emmener en trimaran ou les emmener en bateau à l'île de Gouzier, puis à Terre de Haut. Il faut le faire, et ça, ils font ça de façon bénévole. Il y aura 25 jeunes qui auront cette chance. Toute la journée seront pris en charge
par cette association qui s'appelle Les Voiles Papillons, association, je dis, de type humanitaire. Marilène Ferdi nous a parlé donc du parcours SUP. Volet 1, peut-être il y aura probablement un volet 2, un volet 3 avant la fin de l'année. Et pour l'actualité, on a visité le chantier nouveau du CHU, ce CHU qui sera probablement livré au cours de l'année 2024, on espère en tout cas, puisque... Pardon ? 2025, oui, au cours de l'année 2025, on a vu le préfet qui est sur place, qui visitait les lieux. C'est un petit bijou, mais est-ce que les chambres, les lits ont été réduits? Bonne question, mais en tout cas, du point de vue de la modernisation, c'est un véritable bijou aussi pour la Guadeloupe, puisque ce CHU a été fait avec l'argent des contribuables, il ne faut pas l'oublier. Bien, on a aussi vu l'inauguration du parc paysager du lycée des droits de l'homme de la Guadeloupe. C'est une façon d'inciter les jeunes à s'intéresser à la biodiversité de notre pays. Et je le dis, la Guadeloupe, on a une chance d'avoir une belle biodiversité. Et les jeunes lycéens de droits de l'homme sont conscients. Et c'était la remise du prix littéraire faite quand avec Solène Fèvre. Est-ce que nos jeunes lisent de plus en plus ou sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et sur le net? Madame Ferdi nous répondra à cette question très prochainement. On lui posera la question et on saura s'il faut être plus campus ou bien plus littéraire. Bref. Et puis petite nouveauté, Joëlle Montlouis, qui est une Guadeloupéenne, avocate, juriste, etc., va candidater ce week-end pour être présidente de la Fédération française de football. Pour la première fois, peut-être une femme, et en plus une Guadeloupéenne à la Fédération française de football. On peut rêver, ça peut arriver, mais enfin, j'ai vu que l'autre jour pour la Fédération française de boxe, une Française d'origine maghrébine, elle a été simplement balayée par les réseaux sociaux. Et on a tout dit, je crois qu'on a tout dit. Madame Ferdi, on vous retrouve vendredi? Oui, alors je vais juste rappeler que les deux ne sont pas antinomiques, puisque un campus et des livres, puisque j'ai vu que vous aviez opposé les deux, mais ils ne sont pas du tout antinomiques, et au contraire, ça serait le comble quand même. Tant mieux, puisqu'il y a des livres, il y a des e-books aussi. Il faut savoir en plus qu'il y a Guillaume Grobillard qui vient de sortir un livre, on en reparlera, notamment sur le cinéma, c'est son deuxième livre sur le cinéma. En e-book? Un livre papier qu'on peut feuilleter. On peut le feuilleter. On peut le feuilleter. D'accord. Bon, ok, on va le feuilleter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est Johan qui était à la réalisation. En back-office, il y avait Ivan. Et puis on se retrouve demain à 12h30, comme d'habitude, pour le ZCL du jeudi. Et il y a déjà plein d'invités. Et vendredi aussi, il y a un invité qui est déjà là, puis c'est déjà inscrit. À vendredi et à jeudi.